Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je voudrais poursuivre avec vous aujourd'hui notre petite promenade socio-anthropologique autour de Nuit debout pour continuer la réflexion et notamment autour de 4 objectifs ou qui pourraient être définis comme des objectifs pour Nuit debout ou du moins qui ont été évoqués comme tels lors d'un débat auquel j'ai récemment assisté et marginalement participé. Dans ce débat étaient invités à s'exprimer Marlène Banquet, Anne-Cécile Robert et Frédéric Lemaire. Et à la fin du débat, un dénommé Renaud, suite à des réactions de l'assistance, et puis de quelques intervenants disant que voilà, il ne fallait pas viser des objectifs inatteignables ou fous comme la grève générale. Il a proposé, donc ce Renaud, des marmottes, c'est-à-dire, alors il racontait que quand il grimpait avec ses enfants dans des montagnes, il leur disait, voilà, l'objectif c'est d'abord d'atteindre 7 marmottes, et puis ensuite on atteindra 7 marmottes, donc 4 marmottes, c'est-à-dire 4 objectifs intermédiaires à réfléchir entre nous pour Nuit debout. Et puis un petit peu de réflexion au-delà de ça. Alors ces 4 marmottes qui ont été proposées, ces 4 objectifs intermédiaires, première marmotte, premier objectif intermédiaire, séparation du MEDEF et de l'État. Deuxième marmotte, séparation du pouvoir économique et du pouvoir médiatique. Troisième objectif, troisième marmotte, dénoncer à travers la force de l'ordre cet ordre-là, c'est-à-dire savoir exactement qu'est-ce qui est l'expression de la violence et qu'est-ce qui fait violence dans un système social, plus qu'en quelque sorte sa réalisation policière. Donc dénoncer la force de cet ordre-là. Et enfin, dernier point, dénoncer une raison aristocratique et utiliser le mot aristocratique pour décrire les rapports entre l'État, par exemple, et le monde des affaires, par ailleurs. Voilà. Alors, je voudrais reprendre ces 4 points, mentionner d'ailleurs que les 2 derniers, c'est un petit peu moi qui les ai suggérés, donc je ne voudrais pas les attribuer malhonnêtement à d'autres, mais ils sont nés réellement de ce débat-là, et c'est pour ça que je voudrais les discuter avec vous. Bon. Alors, on parle là de marmotte, mais on parle aussi, je pense que c'était vraiment ce qui était dans l'esprit du dénommé Renaud, qui je crois travaille pour le monde diplomatique, qui organisait ce débat qui s'appelait « Pour en finir avec la démocratie 49.3 ». Je crois que dans son esprit, il s'agissait de donner à n'importe quel militant ou sympathisant de Nuit debout un arsenal de réponses extrêmement simples sur quelles sont les revendications proches, immédiates de Nuit debout. Or, on va voir très vite que si on conserve ces 4 propositions-là, séparation MEDEF-État, séparation pouvoir médiatique, pouvoir économique, analyse de l'ordre, et qu'est-ce que c'est que cette force la force de cet ordre-là, et enfin, dernier point, critique de la raison aristocratique, ou critique de l'aristocratie d'ailleurs, elles sont de nature très différente. Alors, la première, la séparation du MEDEF et de l'État. C'est venu après l'intervention très intéressante de Marlène Banquet sur la continuité entre personnel politique et personnel patronal. On a effectivement entre eux une communauté d'école, ce sont des gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, HEC, une communauté d'éducation, une communauté pour la plupart d'origine sociale, ils ont les mêmes façons de voir, de parler, de penser, et au-delà de cette origine commune, où parfois on retrouve dans une même personne, comme Emmanuel Macron ou Thierry Breton, la qualité de chef d'entreprise et la qualité d'homme d'État, enfin par qualité je veux dire le statut. Au-delà de ça, il existe aussi vraiment une forme de communauté idéologique et dont on peut faire l'histoire, qui remonte... enfin, on y viendra plus tard. On y viendra plus tard à ça. Plus simplement, elle proposait de voir dans l'Union européenne la concrétion, en quelque sorte, de cette
communauté d'identité et d'idéologie ou cette continuité entre patronat et personnel politique. Ce que je trouvais de très intéressant là-dedans, c'est de cesser de voir une séparation. Entre le pouvoir de l'économie qui serait diffus, immaîtrisable, comme le décrit Zygmunt Bauman, et de l'autre côté, un pouvoir politique qui serait bien identifiable, institué, mais qui n'aurait plus le pouvoir. En réalité, il y a continuité dans le personnel, dans la culture, dans les origines sociales, dans la pratique, dans l'idéologie surtout, et peut-être même dans les intérêts. Bien. Seulement, il y a un problème, c'est que si on cherche à détruire un phénomène sociologique pareil, alors il ne sert de rien de tenter par une manifestation ou par des réclamations ou par une loi cette séparation, parce que cette union, cette continuité, elle est organique, elle est sociale. Et c'est donc par un travail organique, social, d'abord, qu'il peut être, que cette continuité peut être défaite. Sauf à dire qu'il faut je sais pas moi, les destituer tous, etc. C'est tout le système de production des élites qu'il convient de mettre à bas. Non seulement des élites politiques qui se pensent d'abord comme des élites économiques, mais encore des élites économiques qui de la même manière se pensent comme des élites politiques. Il y a donc à la fois une revendication puissante, séparation du MEDEF et de l'État, séparation en gros du personnel patronal et du personnel politique. On pourrait demander d'élire, je sais pas moi, des artisans, des ouvriers, des secrétaires et des infirmières au Parlement. Ça serait extrêmement intéressant, ce serait pas si nouveau dans l'histoire de France. Néanmoins, ça impliquerait un changement radical dans le personnel politique, ce qui fait de cette revendication quelque chose de lointain. En quelque sorte, c'est un objectif intermédiaire, mais qui est très difficile à atteindre. On pourrait simplement, très progressivement, simplement, repeupler le Parlement d'un personnel politique qui ne soit pas élitiste, élitaire, construit sur le modèle méritocratique français, parce qu'il est, lui, incapable de fournir autre chose que des gens appartenant à cette caste étatique en quelque sorte, et construite collectivement dans les écoles, dans les cercles de discussion, dans les clubs, même dans les clubs de sport. Voilà. Bien. Le deuxième pouvoir, séparation du pouvoir économique et médiatique, là encore, toujours formulé, n'est-ce pas, par le débat, et par des intervenants dans le débat, cette séparation-là, elle est, là encore, extrêmement difficile. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est relativement accessible de faire des médias indépendants. On connaît Fakir nécessairement quand on va à Nuit debout, mais on connaît aussi Le Monde diplomatique, qui est un média indépendant et qui paye, qui milite pour son indépendance. On peut parler du Canard enchaîné. Il y a aussi une multitude de médias sur le net qui sont relativement autonomes ou partiellement ou totalement autonomes, et inversement vous entendrez des gens qui appartiennent à des grands groupes médiatiques qui revendiqueront pour eux une forme d'indépendance et d'autonomie. En réalité, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est extrêmement touchant dans cette question de la séparation du pouvoir médiatique et du pouvoir économique? C'est qu'en fait le média est un intermédiaire entre le citoyen, entre l'individu et la réalité. C'est ce qui vient meubler la plupart du temps inconsciemment et parfois consciemment son optique, son œil. C'est ce qui l'influence, c'est la médiation. En d'autres termes, c'est ce qu'il y a entre vous, entre nous. Le média, c'est cette légère transformation de l'œil qui va se situer entre les citoyens, qui va les séparer, même lorsqu'ils se parlent, qui va placer chez eux des représentations. Il est extrêmement difficile de s'en défaire. J'en veux pour preuve, et je vais essayer de ne pas trop être critique, la tentative, louable peut-être, de communication entre les différentes nuits debout qui s'appelle Nuit globale debout. Nuit globale. Mais enfin, pourquoi pas directement parler de globalisation de la lutte ? Avec une commission de la globalisation, peut-être. Vous voyez,
dans l'usage des termes, dans les mots. On est possédé par les mots et par les termes qu'on utilise. Bon. Il est extrêmement facile de produire des médias indépendants, difficile de leur donner de l'importance, possible. Il est extrêmement difficile, à part à être liberticide, d'interdire à des puissances économiques de produire des médias. En d'autres termes, s'il est possible de s'en émanciper individuellement et de produire collectivement à petite échelle du média libre, il est extrêmement difficile d'empêcher ceux qui ont le pouvoir économique de s'attribuer la liberté de parler, de communiquer. Or, leur force de frappe et notre absence de conscience politique va souvent produire l'effet suivant. Nous sommes séparés par des filtres médiatiques, nous sommes nourris, déformés sans arrêt par des représentations médiatiques, c'est-à-dire par des intermédiaires. Média, c'est intermédiaire. Médiatiser, c'est l'intermédiaire. Et c'est intermédiaire entre nous et nous. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et par conséquent, il est crucial de s'emparer des thèmes que je vais vous proposer, en tout cas du type de thème que je vais maintenant vous proposer. Alors, premier type de thème, et j'en ai largement parlé dans les vidéos sur la violence policière, la force de l'ordre. La force de l'ordre. Évidemment, en référence à Didier Fassin, allez le lire, c'est génial, c'est super. La force de l'ordre. Le seul petit point que je propose que vous conserviez en tête, en ce temps où à la fois les forces policières demandent à ce qu'on reconnaisse, que l'État reconnaisse et réaffirme la légitimité de leur action, et où cette légitimité est contestée, où il y a des manifestations contre la violence policière, etc., etc. Seul point, c'est qu'il ne faut pas parler de la force de l'ordre, il faut parler de la force de cet ordre-là. C'est bien parce que il y a une origine de la décision, une origine du pouvoir, une origine de l'ordre. Et encore on parle d'ordre, mais en fait on parle de respect de la règle et de l'origine de la production de la règle. En d'autres termes, on parle du respect de l'État en tant que source du changement. C'est ça, le respect de l'ordre public. Or, la force de l'ordre, c'est l'usage de la force pour maintenir un ordre. C'est-à-dire non pas l'absence de mouvement, évidemment, mais une certaine répartition des richesses, une certaine répartition des statuts et un mode de régulation des conflits. Les policiers protègent l'intégrité physique des personnes et leurs biens et leur mode de circulation normal et légal. Et le mode de régulation des conflits normal et légal. C'est donc la totalité du fonctionnement politique qui est, à certains endroits, parce qu'il n'est pas assez aimé, parce qu'il n'est pas assez respecté, défendu ou maintenu par un usage de la violence physique, qui peut passer par l'usage du corps, l'usage d'armes non létales et l'usage d'armes létales, qui peut passer par une violence policière légale, non légale mais normale, et enfin illégale mais tolérée, et illégale et non tolérée. Bon. Rappelons-nous toujours que ce qu'il y a de violent dans les violences policières, qui peuvent tuer, qui peuvent abîmer, qui peuvent priver d'un œil, qui peuvent... ce qu'il y a de violent dans la violence policière, ça n'est pas l'acte physique, ça n'est pas le coup de feu. Ça, c'est un frisson d'eau sur de la mousse, même si ça tue. Il y a beaucoup plus de violence dessous. La violence policière, c'est la violence de la science politique, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, ça a la même racine, hein, Polizeiwissenschaft, c'est-à-dire la science politique ou la science de la police, c'est l'ordre que la police maintient qui est violent. Et c'est sa violence, c'est la somme de ces violences qui produit effectivement dans la société un déficit d'intégration, un déficit d'amour pour cette règle, un déficit d'amour pour cet ordre-là, qui impose aux policiers de n'être pas seulement le symbole vivant, la statue vivante et défilante de la gloire de l'État ou de la nation ou de ce que vous voudrez, mais simplement le bras armé. Et le simple besoin d'un bras armé pour un ordre, c'est une défaite. Ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment légitime, pas suffisamment aimé, pas suffisamment intégrateur. Bien. Il faut donc toujours se rappeler que la force de l'ordre n'est pas légitime en soi, c'est l'ordre qui doit être légitime. Et l'ordre, c'est un agencement
des richesses, un agencement des prestiges et un mode de régulation des conflits. Maintenant, il faut toujours se poser la question de savoir ce qu'on est prêt à remettre en cause quand on remet en cause le pouvoir policier ou la force policière. Est-ce qu'on est prêt à remettre en cause un état de droit, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que c'est hors des institutions légales qu'on veut négocier la transformation? Est-ce que c'est donc hors du mode de régulation des conflits légal qu'on souhaite transformer la société? Parce qu'à travers la police, c'est le mode de régulation des conflits qu'on vise, puisque le mode de régulation des conflits fait partie de l'ordre, et que les policiers sont au service de ce maintien de l'ordre. Bien. Néanmoins, j'ai tendance à penser qu'il y a là un véritable pouvoir de nommer, en ne parlant plus de la force de l'ordre, mais de la force de cet ordre-là. Voilà ce que je vous propose. Dernier point, la raison aristocratique. Ça m'est venu après plusieurs références d'Anne-Cécile Robert, qui était là pour parler de la création d'une assemblée constituante et qui faisait beaucoup référence à 1789, puis qui parlait d'expertocratie. En d'autres termes, pourquoi en finir avec la démocratie 49.3 ? En finir avec cela signifiait en quelque sorte en finir avec une démocratie qui se fiche complètement de la décision du peuple dès lors qu'elle va contre les intérêts définis par des experts. En d'autres termes, si l'expert économique a vu qu'il fallait la Constitution européenne malgré le référendum en 2005, eh bien on l'impose par le traité de Lisbonne 3 ans après. Si les experts économiques ont vu que la loi Macron ou que la loi El Khomri était bonne pour l'économie malgré toute la volonté du peuple, alors le souverain choisit la voie du gestionnaire, choisit la voie de l'expert, choisit la voie de l'économiste, plutôt que la voie du peuple, pour imposer à une population qui s'y oppose son choix. Bien. Alors, il faut bien voir que tout bon technocrate, et notre président en premier, s'inscrit assez clairement en France dans une longue tradition qui commence par le saint-simonisme, qui continue ensuite à travers la revue Esprit par une forme ou certains groupes apolytechniques. Je ne vais pas rouvrir toute l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'expérocratie. Puis à la fondation de l'ENA. Donc, il y a en France et au niveau de l'Union européenne, mais d'abord en France, une tradition qui vise à remplacer le gouvernement des gens conflictuels, la guerre politique, la lutte des classes, etc., par une administration rationnelle des choses, remplacer le gouvernement conflictuel par une administration des choses. Ce qui demande de capter le pouvoir, de doter les décisions, doter la prise de décision du lieu conflictuel, de la rue, de l'Assemblée. Donc le 49.3, c'est un acte par lequel, effectivement, on impose une expertise, on impose un lieu plus légitime de prise de la décision que le vote, que le référendum, que la manifestation, la négociation, le débat public. En d'autres termes, c'est une illustration parfaite de la captation par des experts, par des personnes plus compétentes de la décision publique. Or, moi je vous propose de faire la synthèse en ce que disait Marlène Banquet sur la continuité entre les élites patronales et les élites politiques d'un côté, de l'autre côté ce que nous disait Anne-Cécile Robert sur la constitution d'une expertocratie et la nécessité de faire une constituante. Il me semble qu'on a un pouvoir de nommer les choses et que, aussi bien dans les élites économiques que dans les élites politiques aujourd'hui, il y a une conception aristocratique du pouvoir et la conception d'une raison aristocratique, ce qui permet de nommer les choses. Je ne dis pas qu'il faille pendre les aristocrates, c'est pas ça la question, mais qu'il faut bien identifier que, aussi bien dans les médias que dans l'exercice de la politique, il existe aujourd'hui une raison aristocratique qui affirme savoir mieux que le peuple souverain, ce qu'il convient de faire. Et qu'au nom de cette expertise, il convient de retirer du débat public, de retirer des lieux conflictuels un certain nombre de dossiers trop importants pour être laissés au bas peuple. Pour être plus violent encore, j'aurais pu être plus platonicien et dire tout simplement c'est le vieux motif de la science royale qui ressort. Cette idée selon laquelle certains sont dépositaires, connaisseurs, experts de la politique publique. Bien.
Aristocratie, ça veut dire le pouvoir des meilleurs, tout simplement. Or, il me semble effectivement qu'on peut trouver dans nos élites cette idée selon laquelle ils sont susceptibles d'être à l'origine de la gestion, de la bonne gouvernance de la vie collective parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils sont plus compétents, parce qu'ils voient mieux. En d'autres termes, une décision n'est pas juste parce qu'elle est prise collectivement, elle n'est pas juste parce qu'elle est reconnue et admise et collectivement, non, elle est juste parce qu'elle est rationnellement, enfin, ils peuvent prétendre que c'est rationnellement identifiée comme étant la meilleure. Alors évidemment, après, on ne peut pas s'étonner que si une décision est bonne, non pas parce qu'elle est aimée ou reconnue par tous, mais parce qu'elle est reconnue comme rationnelle par certains, on ne peut pas s'étonner qu'elle ne soit pas aimée. Et qu'il faille de plus en plus de forces de l'ordre pour faire accepter la règle, ou que la règle paraisse de plus en plus désincarnée, de plus en plus absurde. Lisez un peu tous les règlements européens possibles et imaginables pour réglementer aussi bien la production agricole que le puçage des chèvres, que je sais pas moi, la production de biens et de services, peu importe. Bref. Je voudrais maintenant revenir sur ces 4 marmottes. Les 4 marmottes. Pouvoir de séparation d'un côté, pour les 2 premières, et pouvoir de nommer dans l'autre. Pouvoir de séparation, je veux séparer le MEDEF et l'État, je veux séparer le pouvoir médiatique et le pouvoir économique. Ce sont 2 perspectives extrêmement intéressantes, mais qui relèvent du vœu pieux. Et de l'autre côté, le pouvoir de nommer, la force de cet ordre-là et la raison aristocratique. Il me semble que les 2 couples de propositions sont intéressantes, mais qu'en quelque sorte, si on doit séquencer les marmottes, par marmottes les plus accessibles possibles, le pouvoir de nommer est premier, et il est fondamental parce qu'il permet d'éviter dans le travail idéologique des confusions énormes. J'ai très peur d'entendre bientôt le vocabulaire Sciences Po s'exprimer immédiatement à Nuit debout. Quand on parle de nuit globale debout, à quand la nuit glocale ou la nuit transnationale, hein, glocale, c'est-à-dire à la fois globale et locale, puisque une place est locale et que c'est toutes les places, donc c'est global. Hein, ou la transnationalisation, puisque Nuit debout n'a que des frontières morales, blablabli, blablablou, et pas de frontières physiques. Je dis blablabli, blablablou parce que je n'aime pas cette thématique de la frontière morale et qu'elle me fait vraiment penser à la religion. Voilà. Eh bien, en ce qui me concerne, c'était un plaisir de vous parler. J'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir à m'écouter aussi. Voilà, je vous propose vraiment de garder en tête ces 2 pouvoirs. Pouvoir d'ordonnancer par la séparation, pouvoir d'ordonnancer par le fait de nommer. Par les noms, par comment on nomme les choses, comment on parle. Hein, voilà. Eh bien, à la prochaine fois, amusez-vous bien d'ici là. Oui, et petit mot en aparté pour mes étudiants, puisque cette chaîne vous est quand même dédiée, même si je crois qu'elle est vue par d'autres, à moins que vous soyez de plus en plus nombreux et que vous vous divisiez les uns les autres. Voilà, vos copies sont très bonnes, j'en suis très content, toutes, hein, et je pense quand même que le fait de pouvoir regarder les cours vous a servi à quelque chose. En tout cas, je suis très content, c'est solide, c'est bien. Voilà.